manque dans le monde aujourd'hui, c'est l'enthousiasme, l'engagement derrière un projet. Je crois que ça se perd aujourd'hui dans le monde, cet engagement pour le salut public, sur une base volontaire. Et en regardant ce que vous avez achevé ici, par un partenariat, c'est tellement impressionnant que j'ai pensé que le World Economic Forum, qui est vraiment probablement la première organisation vraiment mondiale dans le monde, comme vous avez sur un de vos documents, il faut global thinking et local acting. Et alors j'ai pensé que c'est vraiment quelque chose qu'il faut appuyer. Alors je devrais en principe parler de la 4e révolution. Mais pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire. En Chine, on avait une grande conférence sur la science, la technologie, etc. là. Et on a combiné cette conférence avec une exposition des robots. Alors, imaginez-vous, il y a ici un robot, et moi je suis assis ici, et le robot me demande quel est votre nom. Je dis Klaus Schwab. Alors il me dit, vous habitez où? Je dis, j'habite à Genève. Alors le robot dit, c'est cette ville en Suisse qui est au lac Léman. Et il me demande, est-ce que vous allez souvent à la montagne? Et je dis oui. Et il me demande, mais vous allez où? Et je dis, normalement, je vais à Zermatt. Alors, l'ordinateur dit, Zermatt, c'est l'endroit où il y a le mont Cervin. Est-ce que vous êtes déjà monté sur le mont Cervin? Et je dis, non. Alors, il me dit, oui, je peux comprendre parce que le mont Cervin, ça fait quand même 5 heures de grimpe. Et vous avez 75 ans, alors je peux comprendre que vous n'avez pas été sur le mont Cervin. Ça existe. C'est un ordinateur où, aux États-Unis, on parle Second Machine Age, c'est-à-dire c'est la combinaison d'un robot avec d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cet ordinateur a accès à toutes les connaissances qui existent dans le monde. Il a aussi déjà cette capacité de penser. Le World Economic Forum, on a une sélection, une sorte de concours des petites entreprises qui vont changer le monde, qui ont une technologie qui va certainement être à la clé d'un développement industriel, etc. Et là, cette année, on a choisi 37 entreprises. Et je vous donne seulement 2 ou 3. Une de ces entreprises a une méthode d'imprimerie 3-dimensionnelle de tissu humain. Ça existe déjà. Une autre entreprise gagne d'énergie en mettant de sensors au-dessus des arbres et il tire d'énergie de la croissance des arbres sans perturber la croissance elle-même. Quand je raconte ces choses, c'est pas, disons, je ne suis pas un futurologue, c'est déjà la réalité. Alors c'est mon message, on est déjà au milieu de ce que j'appelle la 4e révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'était à la fin du 19e siècle, et ça commençait avec la machine à vapeur.
qui a changé le monde. Après, on avait la deuxième, la révolution industrielle. C'était l'invention de l'électricité et de la fabrication de masse, comme avec le Ford T dans les années 30. Et la troisième révolution industrielle, c'était la révolution de l'ordinateur. Mais aujourd'hui, on est dans la quatrième révolution industrielle. La quatrième révolution industrielle, ce n'est pas seulement un produit, c'est surtout l'Internet, certainement. C'est le mobile. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est three-dimensional printing. C'est tout ce qui se passe dans la génétique. C'est nanotechnologie, etc., etc. On est déjà au milieu de cette révolution. Et cette révolution, cette quatrième révolution, est quand même très différente des trois premières. La première différence, c'est la rapidité. Dans le passé, quand il y avait une innovation technologique, ou de produits, etc., c'est venu comme des vagues, lentement, etc. Aujourd'hui, ça vient comme un tsunami. Je me souviens, mon épouse et moi, nous avons fait une visite à Facebook. C'est pas encore, c'était il y a 8 ans. Et à ce moment-là, Facebook avait 18 collaborateurs. Et imaginez-vous, aujourd'hui, l'impact de Facebook, pas seulement de point de vue technologique, mais aussi de point de vue social. Alors, la vitesse, la rapidité, c'est une dimension de cette nouvelle révolution. Mais la deuxième, disons, différence, dans le passé, vous avez inventé un produit, disons la voiture. Et après, on a développé autour de la voiture, on a développé tout un système d'autres produits. Il fallait bâtir des stations d'essence, des autoroutes, on a créé de nouvelles postes de travail, etc. Aujourd'hui, la révolution technologique n'est pas tellement une révolution de nouveaux produits, c'est surtout une révolution des systèmes qu'on a déjà établis. Si je prends tous les systèmes dont nous avons l'habitude, vont être changés dans les 10 prochaines années. Prenez la voiture. Le maire de Los Angeles m'a déjà expliqué il y a 1 an que dans 15 ans d'ici, Los Angeles, comme vous savez qu'il y a une des villes les plus motorisées dans le monde, on ne va plus avoir de trafic privé. Self-driven cars. Moi, j'avais la chance déjà il y a 2 ans de circuler avec un Apple, une voiture Apple. Alors, c'est fantastique. Vous avez un petit peu peur quand vous y entrez, mais à la fin, on dit c'est plus sûr qu'un homme, en tout cas quand il a... La voiture ne boit pas d'alcool. Alors, vous voyez, les systèmes vont être changés. Et pour changer, je vous donne 2 autres exemples. Mon épouse et moi, nous avons eu un dîner avec un des cofondateurs de Airbnb. Alors Airbnb a aujourd'hui dans le monde 1,5 million de lits qu'il gère. C'est plus que la société la plus grande hôtelier
qui est Hilton, qui a 70 000 de places de travail, et Airbnb qui n'a pas existé il y a 5 ans. Aujourd'hui, fait plus de nuitées que Hilton, avec un personnel de 700 personnes. Ou prenez, très fameux en France, naturellement, prenez Uber. Et Uber est aujourd'hui plus grand que si vous prenez Hertz et Avis ensemble, ils sont le numéro 1 maintenant dans les voitures de location. Alors, Uber et Airbnb, ou même la voiture qui conduit elle-même, ce n'est pas un nouveau produit. C'est le changement d'un système. Et là, il faut absolument, et je reviens à cet endroit magnifique, et je reviens à votre discours. Si on regarde l'avenir, on a besoin tellement de discussion, de compréhension. Qu'est-ce que ces nouvelles technologies vont dire, comment on peut les maîtriser? Prenez la discussion de Uber de nouveau. On n'était pas, soudainement c'était là, on n'était pas préparé. Alors il y avait des réactions tout à fait différentes. Dans une ville, on l'a interdit, dans une autre ville, on l'a bien accueilli. On ne peut pas, à la fin, on ne peut pas freiner ces innovations, mais ils ont des conséquences. Et il faut un dialogue. Il faut un dialogue que nous mettons, que nous gérons sur un plan mondial, parce que le World Economic Forum est devenu une organisation internationale. Nous avons un statut d'une organisation internationale pour la coopération publique-privée. Alors, il faut discuter ces choses. Il faut avoir des plateformes de discussion. Et moi, je vois ici, avec cet endroit fabuleux, une opportunité pour vraiment gérer ces discussions sur le grand problème du monde. Et notamment avec ces nouvelles technologies, c'est important. Vous avez deux possibilités, si vous êtes un gouvernement, de confronter cette nouvelle technologie. J'appellerais l'une façon de le faire la méthode Silicon Valley et l'autre la méthode européenne. Alors, quelle est la méthode Silicon Valley? Tout qui n'est pas interdit est permis. Alors, vous pouvez rechercher, vous mettez tous ceux sur le marché, etc. Et après, on va éventuellement créer des systèmes régulateurs, etc. Et le système européen, c'est tout qui n'est pas explicitement permis est interdit. Alors, naturellement, vous freinez l'innovation technologique avec ça. Et c'est un grand conflit aujourd'hui entre les États parce qu'on est tenté comme gouvernement d'être à la tête de cette vague d'innovation, mais le résultat, c'est après, les faits sont déjà ici, vous devrez introduire des régulations, des systèmes régulateurs. Quelle est la conséquence, pas seulement pour l'État, mais quelle est la réaction des hommes quand vous voyez tous ces changements? Et la grande différence, c'est une autre différence de cette nouvelle révolution technologique comparée avec le passé. Dans le passé, on a changé comment nous faisons les choses. Mais la révolution technologique change nous. C'est parce que prenez de nouveau l'Internet, prenez Facebook, etc.
ça change notre comportement. Ça change les réactions des gens avec lesquels nous avons affaire, etc. Alors c'est un changement profond et il y a certainement beaucoup de gens qui accueillent les possibilités, mais il y a des gens qui réfléchissent. Quelle est mon identité dans tout ce monde qui change, qui est en train de se désintégrer, etc. Alors, on est à la recherche de son identité. Je pourrais encore continuer, mais je reviens à la fin, ou à une conclusion qui est très importante pour moi. J'ai rencontré tous les leaders dans le monde, dans les 30 ans, dans les 30 dernières années. Et on me demande très souvent, c'est la question typique des médias, comment définissez-vous leadership, vous que vous avez rencontré tout le monde? Je dis, dans ma capacité de professeur, j'ai enseigné 31 ans sur le thème de leadership. Et je pourrais citer de centaines de livres. Mais à la fin, leadership, c'est très simple. Il y a 4 dimensions. La première, c'est le cerveau. La deuxième, c'est l'âme. Le troisième, c'est le cœur. Et la quatrième, ce sont des bons nerfs. Alors, laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. C'est très simple. C'est nous. C'est nous. Laissez-moi expliquer. L'âme, ce sont des valeurs. Une vision qu'on a. Qu'on sache dans quelle direction il faut aller. Le cœur, c'est la passion. C'est l'engagement. Le cerveau, c'est clair. Et le bon nerf, dans un temps qui change tellement vite, il faut des bons nerfs. Et quand je parle de toutes ces nouvelles technologies, etc., c'est le cerveau. La révolution technologique, bon, ça va améliorer notre cerveau, ça va changer beaucoup de choses, etc. Mais où reste l'humanité? Où reste l'humanité? L'humanité, c'est le cœur et c'est l'âme. C'est le cœur et c'est l'âme. Alors, c'est très important que l'interaction, la communication humaine ne se fait pas seulement à travers de l'ordinateur. Le rencontre, le dialogue, la coopération, les affaires, les efforts collectifs, c'est tellement important. Et dans ce sens, si on veut maîtriser cette révolution technologique qui nous pousse vers une robotisation de l'humanité, c'est-à-dire vers une humanité où seulement le cerveau fonctionne, pour donner un contrepoids, il faut des lieux comme ici, où aussi, pas seulement le cerveau parle, mais aussi le cœur et l'âme. Et dans ce contexte, je crois que c'est tellement important qu'on a aussi le dialogue entre le pouvoir public et disons, tous les partenaires privés. Et je reviens à mon enthousiasme. Jamais pour ce projet mon cœur et mon âme. Mon enthousiasme, parce que ça me semble aussi un très bon exemple de collaboration publique-privée. Et
J'espère que tout l'enthousiasme qui a déjà porté ce projet depuis 3 ans peut être couronné par un grand succès. Moi, je serai fier, mon épouse serait fière, et vous pouvez compter sur notre appui aussi dans l'avenir. Merci bien.